Ça enregistre ou pas? Bonjour Clément, Bonjour Pierrot, tu vas bien? très très bien. Alors ça me fait plaisir de te revoir et de te réaccueillir ici. Rappelle-nous un petit peu quel est ton métier et pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Alors moi je suis artisan dans le bâtiment. On se parle aujourd'hui pour plusieurs choses. En parallèle, je suis aussi donc ton modérateur sur ta chaîne. Et donc aujourd'hui, on voulait faire un petit peu le point sur beaucoup de gens qui te reprochent d'avoir prédit l'effondrement aux alentours de 2020-2022 et qui te disent mais Pierrot, il se passe rien, tu t'es gouré, t'es allé trop loin dans ton analyse, etc. Et ce que je voulais un petit peu surligner ou montrer, c'est que pour voir l'effondrement, il ne faut pas s'arrêter sur une image fixe, mais il faut regarder en dynamique. Où est-ce qu'on était il y a 20 ans et si on continue les courbes, où est-ce qu'on sera dans 20 ans? Voilà, voilà. Très bien. Alors c'est vrai que l'image que beaucoup de gens ont de l'effondrement, c'est Mad Max, et chacun a un imaginaire de l'effondrement qui lui est sien. Certains s'imaginent des villes désolées, désertes, peuplées par des coyotes avec trois individus avec un sac à dos et un fusil qui se baladent à travers les ruines à la recherche de biens précieux pour je ne sais quoi, pour je ne sais quelle raison. D'autres s'imaginent des courses-poursuites en voiture V12. Bon, d'autres s'imaginent des petites communautés heureuses vivant de leurs céréales et leur pain fabriqué maison et en vivant en communauté, je n'en dirai pas plus, mais en communauté. Et la réalité, elle est autre, c'est qu'il y a des pays qui ont déjà effondré, j'ai vécu dans certains, le Zimbabwe, il y a des pays qui s'effondrent de manière momentanée et pourtant pour les habitants c'est vraiment dur à vivre, l'Union soviétique qui s'est effondrée, il y a des pays qui s'effondrent dans des guerres civiles, ethniques qui sont terribles, comme la Yougoslavie, d'autres sont dans un effondrement depuis 50 ans. Le Liban est... Alors, il y a des années où on vit bien, il y a des quartiers où on vit bien, mais d'autres où on se tire dessus à la Kalachnikov. Est-ce que cet imaginaire correspond à ce qui est en train d'arriver en France? Est-ce que on a un mélange de plusieurs de ces effondrements? La réalité, c'est que souvent les gens qui disent cela sont soit privilégiés et vivent dans des endroits où ils sont à l'abri de ces tendances que tu vas nous expliquer, que toi tu perçois par ton travail, par le fait d'être au contact des gens, donc, par ton métier, et dont je suis très curieux d'entendre ton point de vue. Et puis, on le voit aussi par non pas la crise en elle-même qu'on a traversée en 2020 et dans laquelle nous sommes encore, celle du virus, du chat chinois, comme j'aime le dire, pour l'algorithme. L'algorithme aime bien les chats, les vidéos qui parlent de chats. Et donc, nous voyons que un petit chat chinois qui a un taux de mortalité en fait très faible, la gestion en pure panique ou en pure incompétence ou avec des dessins, des noirs dessins que nous n'identifions pas encore, mais on ne peut pas le savoir, eh bien, elle a rien que celle-ci, elle a mis à bas des morceaux entiers de l'économie de l'Occident. Nous sommes en hiver, on peut parler des stations de ski qui sont ravagées avec des faillites et des drames personnels immenses, mais aussi des conséquences financières sur les collectivités locales qui sont partie prenante d'un point de vue financier dans les infrastructures qui coûtent très très cher en coût fixe et sans aucun revenu sur presque 2 années de suite. Elles sont toutes, quasiment toutes, au bord ou au-delà dans la faillite. Et donc, si on ajoute le tourisme, les transports, énormément de magasins de vente au détail à travers l'Occident, sans parler des problèmes psychiatriques qui sont en train d'arriver de manière gigantesque. Vous savez, si un tsunami arrive, tant que vous êtes sur la plage, vous n'êtes pas encore un problème, mais vous le voyez arriver, vous dites, bah, il est toujours pas là. Donc tout va bien. Et on en revient à mon chapitre 1 de mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, et après je te laisse 1 heure de libre pour toi. C'est que la plupart des gens n'ont pas la conception de l'exponentiel. Ils ne voient que le linéaire. Et tant que le tsunami n'a pas submergé leur maison et emporté eux et tout ce qu'il y a avec, bah pour eux, ils sont toujours au soleil et tout se passe bien.
et finalement ce grondement lointain qui se rapproche et ce mur d'eau qui arrive, pour reprendre cette image du tsunami, du raz-de-marée, pour être français, pour parler français, eh bien, pour eux, tout va bien. Et quand tu sautes d'un immeuble de 12 étages jusqu'à l'impact, tout va bien. Hein. C'est plutôt agréable, hein, je pense. Bref, donc tu as l'impression de voler, c'est super. Donc, toi, comment tu vois les choses d'un autre bout du monde? Moi, je suis à Genève, toi, tu es en France, dans une petite ville. Comment tu vois les choses dans ton métier et dans Euh, l'appréciation? alors, moi, pour mon métier, c'est assez particulier parce que le bâtiment, il a plusieurs dynamiques. En général, quand les gens ils démarrent des travaux, ça fait déjà des années qu'ils ont emprunté. Donc là, au début du confinement, surtout le premier, enfin, juste à la sortie du premier confinement, il y a eu une explosion de la demande parce que les gens ont beaucoup moins dépensé. Tout le superflu qu'ils avaient l'habitude de consommer, restaurants, etc., les déplacements qui coûtent cher pour beaucoup de personnes, bah, ça a été l'occasion de mettre un peu de sous de côté et tous les petits trucs qu'ils n'avaient pas à faire, qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire dans leurs habitations, ils l'ont fait. Après, moi, je suis dans un secteur un petit peu particulier en plus parce que je travaille après des sinistres. Donc, si tu veux, dans le milieu de l'assurance, il y a un roulement de 2 ans. Donc, avant de voir les répercussions, c'est l'avantage que j'ai dans mon activité, c'est que on a déjà un gros volume de chiffres qui est assuré. Euh, Après, je t'avouerai que ce qui se passe avec le Covid, c'est tellement frais que c'est assez difficile de voir ce qui va nous arriver et même ce qui nous arrive aujourd'hui. On entend parler que la France s'est endettée de 700 milliards d'euros en un an. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous à taux négatif? On se dit, bah, en fait, ça va rien changer. C'est assez compliqué. En tout cas, pour ce qui est de l'effondrement économique dont tu nous avais parlé, j'aurais bien voulu faire un petit résumé pour ce qui est de la France. Et on va s'arrêter à 2019, ça ne te dérange pas. La dernière année, avant qu'en fait on se fasse taper par justement ce fameux raz-de-marée du Covid. Et parce qu'en fait, on a été touché à partir de mars 2020. Avant ça, nous, on n'avait encore rien. On avait encore rien. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour la France, c'est que depuis 1974, l'État français n'a pas été en mesure de boucler un seul de ses budgets. Ça veut dire que ça fait 47 ans que la France s'endette chaque année pour, euh, pour simplement réussir à financer ses projets. Et vous imaginez, vous, depuis un demi-siècle, vous êtes en négatif sur votre compte bancaire. Déjà, il faut se mettre ça dans la tête. C'est quelque chose de quasiment inconcevable. Pour donner un exemple précis de ce qui est en train de se passer au niveau des finances juste publiques, chaque année, la France s'endette plus qu'elle n'arrive à créer de richesse. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'économistes comme Delamarche ou Chargaff qui disent que ça fait des années que la France, et d'ailleurs quasiment tous les pays occidentaux, sont en récession, parce qu'en fait, la dette augmente plus vite que l'accroissement du PIB. Et si vous prenez l'exemple de 2017 à 2018, par exemple, le PIB a augmenté de 41 milliards, alors que la dette simplement publique, elle a augmenté de 57 milliards. Donc ça veut dire que l'État a injecté 1,4 euros pour au final 1 euro de richesse créée, ce qui est très peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'année juste avant le Covid, on a eu une explosion, entre guillemets, de ça. C'est-à-dire qu'on s'est endetté de 125 milliards pour réussir à créer uniquement 35 milliards de PIB. Ce qui est vraiment, vraiment ridicule, en fait. On a injecté 3,6 euros pour en créer un seul. À côté de ça, on voit que l'État a des budgets qu'il arrive à bien tenir, tout le régalien, en fait. C'est-à-dire qu'au final, si on regarde les dépenses de l'éducation nationale, de l'armée, par exemple, c'est plutôt stable. On tourne autour des 50 milliards et ça reste fixe. À côté de ça, il y a des choses qui sont en train de dépasser complètement l'État, en fait, qui a de moins en moins de solutions. C'est par exemple le cas des retraites. Et il y a un exemple que je trouve assez intéressant. C'est en 2017, l'État français a dépensé 317 milliards d'euros pour financer les retraites. C'est à peu près 6,4 fois le budget de l'armée française. Et Mhm. ça représente le budget de l'armée française, russe, allemande, anglaise, japonaise, italienne et canadienne. C'est pour donner un ordre de grandeur, c'est phénoménal. Parce que vous avez beaucoup de centenaires en France. Tout à fait. Vous êtes le pays au monde avec le plus de centenaires et des millions parmi ces centenaires habitent en Afrique en fait. Oui, c'est ça. En France, c'est vite dit. Euh, le dernier truc que je voulais dire à propos des retraites, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a 25%
de l'argent qui paye les retraites qui n'est plus puisé dans les cotisations sociales. C'est-à-dire que l'État, depuis 15 ans à peu près, n'arrive plus à financer ça et commence à grappiller ailleurs. Il crée des impôts, des taxes juste pour financer ça. Et en fait, ça, c'est toute l'histoire de l'État français. Il est en train d'utiliser des impôts qui ne servent théoriquement pas à ça pour financer ce qu'il n'arrive plus à payer. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé donc de ce qui se passe au niveau de l'État, il y a quelque chose moi que je trouve très inquiétant et beaucoup plus parlant, c'est l'augmentation de l'endettement des ménages en France. Alors, sur l'État, quel est le nombre d'employés de l'État en France? C'est assez difficile à dire. Je crois qu'on est à peu près à 6 millions de fonctionnaires, mais il y a énormément de travailleurs indirects en fait qui sont directement liés au financement de l'État. Il y a tous les gens qui vivent dans le milieu associatif. Ouais. Il y a tous les gens qui dépendent des travaux publics, où c'est du financement à 90% par l'État. Et comme ça, il y a énormément de secteurs où l'État paye en fait quasiment toute l'activité. D'accord. En gros, ce qu'il faut se représenter, c'est que si tu veux, en 2018, l'État, c'est 1273 milliards de dépenses. C'est 54% du PIB français. Donc ça veut dire que la moitié de l'argent qui circule en France sort de l'État. C'est phénoménal en fait. C'est vraiment, on atteint des... C'est-à-dire qu'il sort de la poche de l'autre 50% C'est du PIB. exactement ça. C'est exactement ça. Euh, Alors, oui, pour revenir juste à l'endettement des ménages, c'est assez affolant à quel point ça s'accélère. Dans les années 2000, au début donc, du lancement de la zone euro, le taux d'endettement des Français est de 52,5%. En fait, le taux d'endettement, c'est une balance entre ce que tu gagnes à l'année et la somme totale de ton endettement. Donc à l'époque, pour un couple qui gagnait à peu près 4 000 euros par mois, donc 48 000 euros de budget annuel, enfin de salaire annuel, pardon, ils étaient en moyenne endettés que de 24 000 euros. Immobilier, crédit à la conso compris. C'était très faible en fait. En 20 ans, on est passé de 52% à 128%. C'est absolument phénoménal comme augmentation, c'est plus que doublé. Et en fait, c'est important, mais on reste beaucoup plus bas que le reste du monde. Donc en fait, c'est un chiffre qu'il faut voir encore une fois dans la dynamique. Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation, mais l'endettement lui-même est pas énorme. Ensuite, le salaire des ménages, par exemple, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, par exemple, je suis endetté à 430%, mais je me lance dans la vie. Je viens d'acheter ma maison, je viens d'acheter mon véhicule. Il faut aussi voir la nature de l'endettement. Tout à fait. Est-ce que c'est de l'endettement utile ou est-ce que c'est du superficiel? Et c'est ça aussi le problème de l'endettement français, c'est qu'il est endetté de manière très importante, mais il n'est plus endetté, enfin, il ne s'endette plus pour du productif ou pour de l'énergétique, etc. Et ça pose vraiment un problème. En fait, il s'endette pour continuer à faire fonctionner un système. Il a plus de, il n'investit plus en quelque sorte. Mhm. L'observation que j'ai par rapport à l'endettement qui augmente au niveau des Français, c'est que je pense qu'il est dû à deux choses. On a beaucoup tapé dans l'héritage, en fait, dans l'imposition sur la transmission. Et du coup, bah, logiquement, beaucoup plus pour leur maison, parce qu'avant, on héritait de la maison de ses parents et on était peu imposé dessus. Et aussi, c'est assez logique à cause de l'érosion des revenus, en fait. Mhm. Ce qui restait en plus avant, qui permettait bah, éventuellement d'acheter la voiture, etc., bah, ça passe en endettement parce que les gens ont besoin de consommer pour leur train de vie de tous les jours. Le dernier point par rapport à l'économie française, et après on arrête parce que c'est un petit peu technique, c'est l'endettement des entreprises. Mhm. Là, on suit en fait on suit exactement la même ligne que pour les particuliers. 99, création de l'euro, les entreprises françaises sont endettées à hauteur de 75%, 78% du PIB. 2019, dernier trimestre avant le Covid, 150% du PIB. Donc on a à nouveau doublé. Euh, Ce qui est assez intéressant par rapport à l'endettement des entreprises, c'est que quand tu regardes en fait les courbes de la zone euro, il n'y a qu'un seul pays dont l'endettement d'entreprise baisse, c'est l'Allemagne. Et en fait, en 99, tu as l'Espagne, l'Italie, la France qui sont à des niveaux très différents. Et tous convergent en fait vers la même ligne. C'est vraiment c'est bluffant quand tu le regardes. Et en fait, depuis 2005, ils sont tous au même niveau. Ils augmentent de 5% d'endettement tous les ans. Donc en fait, ça s'explique de manière assez simple. On a besoin de faire des investissements pour faire face à la concurrence. En face, au niveau de la production, bah, on a le Japon, les États-Unis et la Chine qui, eux, sont en mode planche à billets. Donc, ils s'endettent pour les entreprises. Donc,
nos entreprises font la même chose aussi bien dans le privé qu'avec le public. Il y a aussi moins de clientèle parce qu'on a vu tout à l'heure que les gens ont moins de moyens de dépenser puisque leur endettement augmente, c'est assez logique. Et enfin, on a aussi des entreprises en France qui ont des modèles qui sont simplement pas rentables. Il y a beaucoup d'économistes qui parlent par exemple de Renault, qui est une entreprise qui depuis 10-15 ans ne gagne plus d'argent en vendant des véhicules, mais en gagne juste en fait en finançant les emprunts. Donc voilà, pour l'économie, c'est à peu près tout. J'aurais juste aimé rebondir sur des choses que tu as dit et qui se sont confirmées dans ta vidéo sur la France et l'effondrement. La part de l'industrie en France, elle continue à baisser progressivement. Pareil, à la création de l'euro, on était à 22% comment dire, de part de l'industrie dans le PIB français, comparable à l'Allemagne. Aujourd'hui, on est à 10% et on tend à 2025 à descendre à 8%. Encore une fois, l'omniprésence de l'État français dans l'économie. Et surtout, un point qui est assez important, mais qui est très technique, et on va peut-être pas en parler là, c'est la balance commerciale de la France qui est négative depuis 2003 et qui s'est stabilisée aux alentours de 60 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sort de France. Enfin, en tout cas, il y en a plus qui sort qui rentre. Et c'est un gros problème quand l'État est très présent dans une économie parce qu'il prend de l'argent aux particuliers et les gens qui gagnent cet argent le dépensent à l'étranger. Voilà tout pour l'effondrement économique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces chiffres? Qu'est-ce que tu aurais à en redire? Et je pense que comme tu le disais tout à l'heure, et comme je l'avais dit déjà dans cette vidéo, elle a combien d'années? 4 ans déjà, celle-ci? Non, non, elle a 6 ans, tu l'as fait Elle a en 6 2015. ans. Le temps passe vite et puis de toute façon, même dans le livre Survivre à l'effondrement économique, et je suis de loin pas le seul, comme tu citais Olivier Delamarche, que je suis depuis une quinzaine d'années, ou d'autres constatent les mêmes tendances. Et c'est les tendances, c'est la dynamique qui est importante, ce n'est pas la photo Polaroid pour les plus anciens d'entre nous qui compte, c'est le film, c'est la tendance et de projeter où on va. Alors certes, les courbes ne sont jamais les tendances peuvent s'inverser, peuvent changer, peuvent osciller, c'est certain. Mais clairement, l'économie ne va pas bien. En plus, l'économie qui se transforme de plus en plus dans une économie de service, c'est une économie qui est extrêmement dépendante des flux énergétiques et d'une richesse sous-jacente. On dit toujours, c'est intéressant, les économies de services sont des économies riches. Non, c'est parce qu'elles sont des économies riches qu'elles peuvent être des économies de services et qu'elles peuvent se permettre le luxe de ne plus avoir besoin d'avoir des usines polluantes avec des enfants dedans et tout ça. Mais c'est une phase. Cette phase, malheureusement, elle est encore possible, enfin, ou heureusement, mais enfin, en tout cas, elle est possible parce qu'il y a des flux énergétiques derrière et des flux financiers. Or, les flux énergétiques, ils dépendent pas de nous, en tout cas pour la France, ne dépendent pas de la France, puisque le pétrole n'est pas extrait de l'Algérie française. Le, le gaz doit être importé. Et puis le nucléaire pour l'électricité, certes, un beau succès de la France dans les années 60-70, mais l'électricité ne représente qu'entre 18 et 20% de l'énergie du pays. Donc, il y a une dépendance qui est fragile par définition. L'autre élément, c'est tout ce qui est financier. Et comme tu viens de l'expliquer, si par son activité propre n'est plus capable d'avoir un résultat positif dans son financement, et comme tu dis, depuis 1974, il n'y a plus un budget équilibré, donc en gros, euh, personne n'essaye même pas de le faire. Il y a des fromages qui ont été distribués à la population, des pans entiers d'industries qui ne vivent que par subvention. Et finalement, lorsque les actifs en France, qui doivent être quoi, 20 et quelques, une vingtaine de millions, un peu moins de 30 millions d'actifs. Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en privé. Il y a officiellement 29,7 millions d'actifs en C'est ça. France. Maintenant, il Donc faut voir la qualité des actifs aussi. là-dedans, il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires, il y a des temps partiels, il y a des gens qui sont employés dans des entreprises privées qui ne comment dire, qui fonctionnent sur des marchés publics à Ah. 80-90%. Et puis, il y a toutes sortes d'activités. Donc, on parlait des employés, des travailleurs dans les associations, ou par exemple, les journalistes. Ils sont payés tous par les subventions de l'État.
Tout à fait. En grande majorité. Et donc, en fait, on peut ôter facilement un bon tiers de ces 30 millions d'actifs qui sont en fait payés par les deux autres tiers. Donc, tu te retrouves avec un pays avec 20 millions de personnes qui travaillent pour payer d'une manière ou d'une autre les 45 autres millions d'habitants. Donc, c'est un rapport de 1 à 3 pratiquement qui est gigantesque. Et si en plus une partie de cette population, alors là, je sais qu'on pourrait rentrer dans des sujets un peu sensibles, mais si en plus une partie de cette population continue à venir habiter en France sans forcément y travailler ou sans beaucoup contribuer, et si la personne qui paye pour les 4 autres ou les 3 autres, en plus, paye pour celui qui va venir le tabasser au retour du travail ou le matin quand il sort, ou qui va violer sa femme et sa fille, Ça devient un peu de la nitroglycérine, c'est ce un peu cocktail-là. compliqué ce pays. Et c'est pas le seul, parce que ce que tu décris de la France est très semblable à ce qui commence à être le cas dans des pays comme la Belgique, bien sûr, plus petit, mais pour des pays de taille équivalente comme le Royaume-Uni, et pour des pays même un peu plus grands, les zones urbaines des États-Unis commencent à ressembler en tout point et vont à s'accélérer dans leur transformation à des sortes de pays dépendants, socialisants. Par exemple, Tout à les fait. États-Unis sont sur cette voie. Et donc, on a l'Occident entier, même l'Italie, qui est en train d'être sur la voie de la France, avec un État certes moins puissant, mais qui a les mêmes politiques. L'Allemagne, qui, elle, certes financièrement va bien, mais qui prend aussi Pour l'instant. structurellement la voie française avec d'autres techniques, mais on voit que l'Occident est en train d'accélérer dans des voies sans issue. Tout à fait. Et ça va, le mur, moi j'ai l'impression qu'il est là. Hein, donc, Si je peux me permettre, Pierrot, pour revenir une dernière fois sur le modèle social et le rapport au financier, à la richesse, je ne suis pas là pour faire le procès d'un modèle social, mais le souci, c'est qu'on est dans une économie ouverte. Alors, s'il y a de la redistribution dans un modèle fermé, j'ai envie de dire que si tu donnes de l'argent à des gens qui vont consommer dans les entreprises françaises, bon, les taxes payées par l'entreprise vont être légèrement captées par l'État et ses fonctionnaires, ça reste minime. Mais le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a des populations qui sont de moins en moins patriotes au niveau de la consommation. Et en plus de ça, comme on le dit, il y a une part importante de la population qui a de moins en moins d'attache en France, donc qui va consommer des produits de l'étranger ou même qui va envoyer de l'argent de l'étranger. Et c'est ça le problème de la balance commerciale, de ces fameux 60 milliards qui sortent tous les ans, c'est que cet argent qui sort ne rentre plus. Et à la place, vous avez de la dette, la dette, de la dette, de la dette. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que si on poursuit la courbe, à la fin, vous avez un taux de dette phénoménal, plus de capacité de production. Et là, au niveau économique, on arrive un petit peu à avoir la tête sous l'eau. avec les conséquences, et c'est là quand je parle d'effondrement économique, c'est que les conséquences de l'effondrement économique, c'est ce qui fait mal, parce que se retrouver sans emploi, bon, c'est déjà terrible, c'est déjà un drame personnel avec toutes les conséquences que l'on a sur sa vie familiale, etc. Mais on a ensuite des effets parce que nous ne sommes plus entre nous, nous ne sommes plus dans la même famille, on commence à avoir ensuite des effets de violence, et même dans les familles, il y a des violences aussi, hein, mais on a des effets de violence, des effets de prédation, des effets qui peuvent aller très loin et des haines millénaires pour certaines, séculaires, qui ont été réprimées de force, par la force de la loi, par la force du pouvoir étatique qui, lorsqu'il n'a plus d'argent, n'a plus de pouvoir, n'a plus d'emprise, et à ce moment-là, laisse libre cours à toutes les frustrations, toute la cocotte minute qui explose. Et donc, c'est vrai que quand les gens disent, mais alors, l'effondrement, il est toujours pas là, moi, j'aime bien toujours dire, d'abord, patience, ensuite, louer soit Chrome ou le Seigneur, ou tout ce que tu veux, la Providence, que ce ne soit pas encore là, parce que le jour où c'est là, ce sera très très mauvais pour l'immense majorité d'entre nous et nous ne pouvons pas le souhaiter. Mais notre travail, c'est d'analyser, de regarder quelles sont ces courbes, quels sont parfois il y a des résultats intéressants. Par exemple, lorsqu'il y a eu le premier confinement en mars-avril,
le premier confinement a montré une réaction de la population plutôt solidaire et plutôt euh, coopérative, et il faut le remarquer, il faut le saluer. Même favorable, hein. Même Et, les gens voulaient avoir un État autoritaire à ce moment-là, ils le réclamaient. et si les États avaient eu ouais, la jugeote d'arrêter en avril-mai et de se dire merci, nous avons gagné, et puis finalement de ne pas parler de deuxième vague, de troisième vague, et Clairement. de laisser les hôpitaux gérer, euh, oui, un petit retour de la grippe hivernale avec une mortalité qui est quasiment la même que d'habitude, et puis peut-être d'avoir investi un petit peu dans les hôpitaux dans lesquels on a Mais sous-investi depuis une dizaine d'années. c'est Et à exactement ce ça. Il y moment-là, avait... on aurait gagné quelque chose en tant que société collective. On aurait pu se voir, même des gens très différents, on aurait pu se dire, on a traversé quelque chose tous ensemble. Finalement, ça nous lie et ça nous réunit. Eh bien non, ils ont raté Non, cette opportunité. je Et suis tout à maintenant, fait d'accord. ça pète les câbles partout. Ils avaient un moyen de faire une très belle opération de communication autour de ça. C'est-à-dire que dès le début du confinement, ils ont réussi à sortir des fonds publics de l'Europe, etc. Ils pouvaient ouvrir des lits, ils pouvaient faire tout un tas de choses, des lits de réanimation, pardon, ils pouvaient faire tout un tas de choses pour montrer que quand il fallait, ils savaient être autoritaires, qu'ils savaient réinvestir de l'argent. Il y avait moyen que le en même temps, justement, de Macron, ce coup-ci, fonctionne. Bon, de toute façon, ça aurait été peut-être qu'un nuage de fumée, comme d'habitude, mais ils avaient moyen de faire quelque chose, ils ne l'ont pas fait. Après, voilà, tant pis pour eux. Oui, et puis ce qui est étonnant, parce que d'ailleurs, bon, le sujet aujourd'hui est de parler de la France, mais on a eu le même phénomène en Suisse où on nous avait mis en alerte l'armée, les militaires, avec des hôpitaux militaires en mars, enfin en février, il y a exactement une année. Je me souviens d'avoir eu la notice de mobilisation pour les hôpitaux et pour différentes forces de l'ordre militaire, de milice chez nous. Et en fait, bah, finalement, pas beaucoup d'argent a été injecté dans les hôpitaux. Alors, la Suisse a une particularité de pouvoir utiliser les cliniques privées pour pouvoir gérer les cas usuels, on va dire, et donc de garder que l'infrastructure hospitalière d'urgence pour les cas urgents. Donc, bon. Après, on a quand même eu le même taux de mortalité qu'ailleurs, parce que de toute façon, quelqu'un qui a 85 ans ou 90 ans et qui a un problème pulmonaire, tu ne vas pas t'acharner dessus. Et la Suisse, d'ailleurs, est un pays très en avance sur les programmes de soins palliatifs avec non-acharnement médical, où beaucoup de personnes en Suisse signent un contrat, en fait, où ils annoncent à l'avance que s'ils devaient avoir besoin de soins intensifs, ils les refusent. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'hôpital avec des symptômes, peu importe la maladie, et les hôpitaux disent, bon, ben, pour essayer de le sauver, il faudrait qu'on le mette sous respirateur, sous des machines importantes. Et la famille dit, ah, mais regardez, ce monsieur ou cette dame, 90 ans, a signé un papier comme quoi elle ne veut pas qu'on s'acharne. Et donc, on lui met on lui fait des piqûres d'antidouleur et on le laisse mourir dans ces cas-là. On l'accompagne simplement. Exactement. Et c'est un choix individuel. Alors, certains n'aiment pas cette pratique-là, d'autres oui. Mais en Suisse, on a eu donc, on n'a pas eu cette euh, d'engorgement des hôpitaux, quoi qu'en disent certains. Alors après, il y a des médecins qui vivent dans un silo, qui vivent dans un monde clos et qui se disent, ouh là là, on a beaucoup de travail. Probablement, ils ont moins joué au golf cette année, ça c'est sûr. Mais en même temps, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit à Stalingrad ou sous les bombes à Berlin. Bah ouais, bien sûr qu'il y a des moments où les hôpitaux s'engorgent. Et à ce moment-là, tu fais du triage. Et les gens disent, ouh là là, on va faire du triage. Les Du médecins, tri, du tri. du tri. Du tri, ou, ouais, parce qu'en anglais, on dit triage. Mais c'est un terme français à la base. Ben, mon pauvre Coco, toi et tes 6 années de médecine et tes 10 années de pinage d'infirmière en tant qu'interne, mon boulot, c'est le moment de bosser, mon Coco. Et je dis pas ça avec mépris, mais encore un petit peu quand même, parce que par rapport à quoi par rapport à des millions de gens qui sont dans l'industrie, qui sont restaurateurs et qui, euh, eux, il n'y a personne qui vient les soutenir à 18 h le soir, ce qui ne sert à rien, Non. enfin, aux fenêtres. Personne ne vient les aider. Et puis, on sait très bien que toutes ces industries, elles tirent la langue et elles s'en sortent que parce qu'ils travaillent un petit peu au noir, etc. Donc, les subventions sont insignifiantes. Et on est en train de détruire des pans entiers
pas seulement de nos industries, de nos économies, mais aussi de nos cultures. Et, et les enfants, on le voit par les rapports psychiatriques qui commencent à venir de tous les pays d'Occident, montrent des taux de suicide en augmentation géométrique, des niveaux de déprime, de dépression nerveuse gigantesques. Alors tout ça, moi je l'ai prévu, hein. Les gens peuvent aller vérifier dans Survivre à l'effondrement économique, je dis, dans les effondrements, parce que c'est pas moi qui suis un génie, j'ai étudié l'Union soviétique, etc. Quand il y a des effondrements, les gens perdent leurs habitudes, tous leurs espoirs et leurs projections d'avenir disparaissent, ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, et donc ils sont en dépression lourde, longue, dans certains cas qui peut amener au suicide, dans certains cas qui peut amener à la violence. On l'a vu ces derniers temps, des cas complètement spontanés de gens qui créent des... voilà, qui passent à l'acte de manière dramatique. Et enfin, une déprime sociétale qui n'arrive pas à voir l'avenir, alors que dans le reste du monde, en dehors de l'Occident, ça ne se passe pas du tout comme ça. Non. Il n'y a que dans le pays occidental à croire qu'on essaye de nous faire quelque chose en particulier. Bon, est-ce que c'est signé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le reste du monde, ça ne se passe pas du tout comme ça. Après, je vais citer Soral qui avait une phrase très juste. Ça y est, notre chaîne YouTube vient d'être éliminée. Non, mais il a eu une phrase très juste. C'était on reconnaît une dictature à la grossièreté de sa propagande. Et c'est vrai qu'on est en train d'essayer d'enfermer l'Occident dans une vision cataclysmique d'un effondrement sanitaire qui n'est pas là. Et par exemple, on nous parle beaucoup du Brésil, comme quoi ce serait absolument terrible ce qui est en train de s'y passer. Mais si on se concentre sur le nombre de morts et qu'on le rapporte à la population, les taux sont tous les mêmes. De toute façon, vous prenez les 10 ou les 15 pays les plus touchés, ils sont tous les mêmes. La Suède, on nous a parlé de la gestion catastrophique de la Suède. Pas du tout. C'est un mensonge. Il n'y a pas plus de morts en Suède par habitant, par 100 000 habitants qu'en Suisse ou qu'en France. Bon, on a un peu digressé là, et je crois que si on parle trop du Covid, ta chaîne risque de vraiment dégager pour le coup. Oui. Ah, et en plus, j'ai dit le mot interdit. Peut-être qu'il faudra que tu le coupes. Non, mais c'est pas grave. Non, il a tout à fait le droit d'avoir son avis et ses opinions. Et puis, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, on va citer, on va compenser dans les quotas. Qui c'est qu'on pourrait Kémy Seba nous dit qu'en Afrique il n'y a pas de problème de Covid et qui c'est qu'on pourrait dire, et Bernard-Henri Lévy prépare la prochaine guerre civile en Algérie. Donc voilà, on a parlé de tout le monde. Non, mais attends, pour l'Afrique, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, des fois sur Facebook, tu te retrouves entraîné sur des pages et puis tu te laisses emmener. Et il y avait des fêtes pour le nouvel an de l'année 2020 à 2021, immenses, avec des dizaines de milliers de personnes. Ils s'en foutent. D'un autre côté, il y a beaucoup moins de personnes âgées et ils sont ça. C'est peut-être ce qui explique aussi qu'ils s'en foutent, quoi. Mais encore une fois, on ne va pas parler de ça, mais sur l'aspect sanitaire et l'aspect de gestion déjà, pour gérer un problème, il faut comprendre le problème. Donc, pour comprendre le problème, il faut lire NRBC, où on explique avec Chris Millennium comment fonctionne une épidémie, une pandémie et un virus. Et d'ailleurs, on avait interviewé à l'époque des spécialistes qui nous expliquaient, je vais éteindre ma machine mon lave-linge, sinon il va faire du bruit. Et s'il fait du bruit, ça va faire des bips, ce qu'on va entendre. Donc, vous voyez le dur métier du survivaliste qui doit faire sa lessive une fois par semaine le jeudi matin. Toute la journée, la lessive qui tourne le jeudi. Bref. Et on ne gère pas comme ça une pandémie. Et fort heureusement, elle est ridicule, elle a un taux de mortalité ridiculement faible, ce qu'on ne pouvait pas savoir au début mars, hein, donc ça, il faut leur dire. Mais je lis en ce moment ce que nous préparent les gnomes de Genève avec leur grand reset de Davos, les gnomes de Davos. Bon, ils osent quand même comparer un Covid-19, un chat chinois qui a un taux de mortalité aujourd'hui avéré après une année, puisque, en tout cas pour l'année 2020, le taux de mortalité a été de 0,05. Donc, et ils osent comparer cette épidémie avec la peste noire,
qui a quand même eu un taux de mortalité de 30%. Donc, ils font il y a un rapport d'échelle qui est de l'ordre de 3000. Et donc, ils osent comparer ils osent comparer ce qui se passe aujourd'hui à quelque chose qui faisait 3000 fois plus de morts et qui a ravagé l'économie pour nous Sur des dire. populations jeunes en plus. C'est quand même ça qui est important de rappeler. Oui. Et même la grippe espagnole de 2019-2020, dans un monde où les gens n'avaient pas l'hygiène et les accès aux médicaments qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, moi, il a fallu une année pour que je connaisse personnellement quelqu'un qui est mort officiellement du Covid, bien qu'en réalité, cette personne soit morte d'une crise cardiaque. Mais comme elle avait été testée au Covid 20 jours avant, eh ben, sur le certificat de décès, il y a quand même écrit Covid-19. Bon, entre propagande et escroquerie, beaucoup de gens s'en rendent compte. Mais ceci est un accélérateur de tendance, mais ce n'est pas ce qui fait les tendances. Et ce qui fait les tendances, c'est ce dont tu avais parlé et dont on peut continuer si tu veux nous décrire un petit peu La suite du raisonnement. le suite de raisonnement. Dans la deuxième grande partie donc, de l'effondrement de la France, c'est ce qu'on pourrait appeler son effondrement ou plutôt sa mutation démographique. Là-dedans, on va aussi comprendre pourquoi est-ce que la France est plutôt beaucoup touchée par le Covid, comme les pays occidentaux. Bien sûr. On a un vieillissement des populations qui est très important en Occident. Mais avant toute chose, je voulais parler un petit peu de la thèse, je crois, d'Adrien Abosi, qui estime que, en gros, la population française est stable depuis 1900 et qu'elle oscille entre 40 millions et 45 millions de personnes. Euh, Quelques chiffres intéressants, c'est en 1904, il y avait 41 millions de Français. En 1950, il y en avait 41 millions. Et il y a une question qui est intéressante à poser, c'est que depuis donc, 1975, on est sous le seuil de renouvellement des populations. Mhm. Et malgré ça, on a quand même une population qui a augmenté de 25 millions de personnes. Évidemment, il y a un facteur qui explique ça très bien, c'est le vieillissement des populations, comme j'en ai parlé juste avant. Mhm. En gros, on vieillit massivement et très vite. En 91, l'âge moyen en France, c'était 36,9 ans, ce qui était faible en plus pour 91 déjà. En 2020, il est de 42,6 ans. Donc on a pris 7 ans dans la vue en juste 3 décennies. Malgré ça, ça n'explique pas pourquoi on a tant augmenté que ça en population. Donc il y a une autre explication, c'est aussi le baby boom qui a eu lieu de 43 à 60 et qui a fait qu'en gros, on est passé de 41 à 46 millions de personnes. Mais à l'intérieur du baby boom, il y a déjà une première vague de migration de toute l'Europe latine. En fait, on compte à peu près 1,5 million de personnes, les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a tant augmenté de population que ça, alors que encore en 94, le taux de fécondité en France était de 1,66 enfants par femme? Là-dessus, j'ai quelques petites observations. Donc déjà, en 94, 1,66 enfants par femme. En 2014, on est passé à 2. Miracle bien connu par certains. Il est chaud, le français. C'est pour Ouais, ça. il est très chaud. Euh, Moi, j'ai quelques pistes de réflexion, mais avant, j'aimerais bien faire des observations. Et en fait, c'est assez intéressant de comparer la fécondité dans différentes zones de France. Si vous prenez des zones qui sont plutôt enclavées, qui ont peu subi les différents phénomènes, que ce soit métropolisation, mondialisation, migration, etc., vous avez toujours le même chiffre qui ressort, c'est 1,5 enfants par femme. Et c'est le même qu'en Italie, qu'en Allemagne, que dans tous les autres pays d'Europe. C'est le cas de la Corse, du Limousin, de la Haute-Vienne, mais aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est assez intéressant parce qu'il y a quasiment plus de migration à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et sur 20 ans, c'est 1,5, ça ne bouge jamais. En revanche, on a certains départements français qui sont intéressants. On a la Guyane à 3,44 enfants par femme ou Mayotte à 4,80. Ça, c'est une première piste de réflexion pour comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à augmenter.
Et parce qu'officiellement, il y a une thèse qui dit qu'il n'y a pas de grand remplacement en France. Moi, je suis les thèses Alors, officielles et je vais étonner beaucoup de mes auditeurs, mais je pense qu'il n'y a pas de remplacement non plus. il n'y a pas de Autre chose. remplacement. Il y a autre Pardon? chose. Il y a autre chose, c'est un autre mot en fait qu'on doit utiliser. Il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement. Par contre, il y a quelques chiffres intéressants quand même. Tous les chiffres que je vais citer là proviennent de l'INSEE et de la Banque mondiale. Pour information, c'est extrêmement difficile de recouper les chiffres de la démographie en France. Je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure parce que je me suis amusé à faire des tableaux pour comprendre et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris. En 2012, les gens qui sont nés français en France, donc les gens qui sont vraiment nés avec la nationalité dans notre pays, étaient 54 millions pour 63 millions de résidents. Ça signifie 9 millions d'immigrés directs en 2012 qui vivaient en France. Déjà, c'est une première base de réflexion pour comprendre pourquoi il y a de gens. Mhm. Qu'est-ce qui est considéré comme quelqu'un d'immigré en France? C'est quelqu'un qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Donc ça veut dire que dans ces chiffres déjà, toutes les immigrations qui datent de deuxième génération ont été effacées du décompte d'immigrés, si vous voulez. Ça veut dire que un petit-fils d'immigré n'est plus compté comme immigré en France. Donc ça veut dire que l'émigration algérienne, par exemple, qui date à peu près du début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, toutes celles-là ont disparu des compteurs. Mhm. Autre chiffre assez intéressant, 2014, 51,6% des enfants nés en Île-de-France ont au moins un parent né à l'étranger ou dans les dom-toms. Ça veut dire qu'on est déjà au niveau des nouveau-nés à la moitié des bébés qui naissent qui ne sont pas d'origine française ou au moins pas d'origine de France métropolitaine. Par rapport à tout ça, j'ai cherché un petit peu à faire un bilan entre le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les décès et les morts, et, si tu veux, l'évolution démographique qu'on nous donne chaque année. Par exemple, si tu veux, entre l'année 2016 et 2017, officiellement, il y a eu plus 171 000 personnes en France. Ok. Le solde naturel, il est de 160 000 personnes. Ça veut dire qu'officiellement, il y a juste eu 10 000 gens qui sont arrivés en France. Or, la Banque mondiale nous explique que la France a naturalisé 250 000 personnes cette année-là. Et ça ne prend pas en compte les clandestins. Donc, on a un petit souci au niveau des chiffres. Moi, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Non, mais tant qu'il touche des allocations, c'est pas grave. Mais justement, alors, par rapport aux allocations, il y a un truc qui est intéressant, c'est Charles Gave qui a interviewé Charles Prats et qui expliquait qu'on avait plus de 70 millions de cartes vitales en France. Alors, moi j'ai une première hypothèse, c'est que soit l'État en fait n'a aucune idée du nombre de gens qu'il y a en France et on a atteint un nombre de personnes bien plus important que ce qu'on nous dit, ce qui est possible, Très parce que possible. en fait, si tu veux, mon petit calcul que j'ai fait entre natalité et évolution des chiffres officiels en France, c'est de temps en temps même on perd des gens en France. Il y a des gens qui disparaissent. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc soit effectivement on a beaucoup plus de personnes que ce qu'on nous dit et là on a un gros problème parce qu'en fait on n'a aucune idée du taux de nouvelles personnes qui arrivent en France. Soit en fait on a énormément de gens qui s'en vont. Et ça, c'est une autre thèse qu'on peut développer. Et là-dessus, on n'a aucune visibilité. Et l'État le dit très bien dans toutes ces études, c'est qu'ils n'ont pas de suivi en fait. Il y a des Français qui s'en vont, qui perdent la nationalité ou qui sont plus résidents, et on ne sait pas ce qu'ils font parce qu'en fait, ils ne sont pas obligés de le déclarer. Mhm. Mais Sans- quoi qu'il en soit, pardon, excuse-moi. Oui, et d'ailleurs, je pense que ce n'était pas un lapsus lorsque le ministre de la Santé parlait de souhaiter vacciner 70 millions de Français cette année, qui est un nombre supérieur à la population officielle. Il parlait pas de Français, mais il parlait de 70 millions de Français pour parler de la population vivant en France, bien sûr. Et or, la population vivant en France est censée être 66, je crois, 67. Euh, donc, 67. donc déjà, il y a 3 millions de différences. Donc, à mon avis, ce n'est pas juste un lapsus. Ensuite, il y a aussi un phénomène qu'avait remarqué un démographe récemment.
que lorsque des Français retournent, on va dire, prennent leur retraite dans certains pays, en Algérie, surtout au Maroc et dans d'autres pays, en fait, ils ne décèdent jamais. Oui, Et donc, il y a aussi un biais statistique où on a des centenaires. Enfin, il y a visiblement un système médical absolument fantastique au Maghreb qui fait que les personnes âgées ne meurent pas. Donc c'est le ça, soleil. Ça. sûrement, sûrement. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la vitamine D. Bref, tout ça est assez intéressant et ressemble fortement à la fin d'un empire qui est une bureaucratie rampante, mais qui finalement ne sert plus à dépeindre quoi que ce soit et à enregistrer la réalité. Oui, c'est très vrai. En réalité, j'ai passé un temps à chercher à comprendre les chiffres transmis. C'est très très compliqué. On a du mal à savoir est-ce que le français c'est celui qui réside en France? Est-ce que c'est celui qui a la nationalité française? On s'y perd pas mal. Après, il y a quand même des tendances lourdes. Le français, c'est tout être humain habitant dans l'univers. C'est un Ah peu oui, l'idée de la Révolution française. C'est et citoyen, les droits de l'homme enfin voilà, c'est universel. Hein. les joies de l'universalisme. Mm. Après, il y a quand même des tendances lourdes. Euh, Déjà, ce que représente la population française par rapport à la population mondiale. Par exemple, ça, c'est une courbe qui est intéressante. On n'était déjà pas nombreux en 1900. On était quasiment 3% de la population mondiale. Aujourd'hui, on est 0,8%. Ça fait quand même une chute de 350% en un siècle. Si vous faites une chronologie Ouais. sur un millénaire, vous voyez la chute, elle est brutale. Et après, il y a une dernière tendance lourde qui est relativement inquiétante, c'est que sur 10 ans, malgré les afflux de sang neuf en France, on a perdu 100 000 naissances par an. Et ça, c'est inquiétant parce qu'on a une population qui augmente. Donc théoriquement, on devrait avoir toujours plus de naissances. Les courbes devraient augmenter, sachant qu'officiellement, on est à 2 enfants par femme aujourd'hui. Et en fait, on était à 800 000 en 2010 et aujourd'hui, on est péniblement à 700 000. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ça veut dire qu'à mon avis, les chiffres dans nos petites régions reculées sont en train de s'effondrer assez brutalement. Alors effectivement, une explication peut être évidemment le vieillissement de la population fait que les femmes qui pouvaient peut-être encore enfanter à 40 ans, 10 ans plus tard, ne le peuvent plus du tout. Donc il y a toute aujourd'hui, les baby boomers sont au-delà évidemment de la ménopause, les baby boomeuses. Et l'autre élément, c'est que on voit aussi dans les populations d'origine, par exemple méditerranéenne ou transméditerranéenne, donc maghrébine par exemple, on le voit au Maroc, on le voit en Algérie, on le voit en Tunisie, le taux de natalité est là-bas aussi a baissé en dessous du taux de renouvellement. Il est en dessous de 2,1, largement par exemple au Maroc où il a atteint, je crois, 1,8. Et donc on peut imaginer que aussi chez les populations au bout de la deuxième ou troisième génération, des populations nord-africaines vivant en France, avec ou pas nationalité, enfin, passeport français, eh bien chez elles aussi la fertilité, enfin le taux de natalité baisse. Alors, excuse-moi, si je peux me permettre, Et je ne parle pas de l'Afrique subsaharienne. si je peux me permettre, je crois que l'Algérie a complètement inversé cette tendance et est repartie à la hausse de manière phénoménale Ah. depuis l'épisode des révolutions colorées. Alors, c'est récent, je ne savais pas. D'accord. Par rapport à ça, ce que tu dis est vrai. Il y a une étude de l'INED justement qui a été faite entre 99 et 2004. Donc les étrangers qui vivaient en France avaient en moyenne 3,4 enfants par femme. Et en revanche, les immigrés étaient en moyenne à 2,6. Donc ça veut dire que sous 2 générations déjà, on a une baisse qui reste importante parce que ça fait 0,9 enfants de moins. C'est un peu bizarre de parler en 0, enfant. Mais on voit bien qu'effectivement, le modèle occidental, où le simple fait d'y être confronté fait baisser la fertilité. Bon, quand il y a des mariages entre cousins, ça fait un 0,9 en général. Voilà, on arrive à ça. On arrive à ça. Bref, donc c'est intéressant. En revanche, les populations d'origine subsaharienne ou tu parlais de la Guyane, qui sont des populations, Mayotte surtout. voilà, oui, Mayotte. Bon, Mayotte,
C'est assez impressionnant. Il doit y avoir un truc dans l'eau et dans l'air là-bas. Mais clairement, il faut arrêter de mettre des amphétamines et du Viagra dans l'eau potable. En fait, Mayotte, c'est dû aux migrations, en fait, hein, Bien parce sûr, bien qu'ils sûr. passent par les Comores et ensuite ils arrivent directement à Mayotte. C'est ça, bien sûr, c'est très connu. Mais cette colonisation, puisque c'est le mot qui est le plus approprié, et qui est préférable, à mon avis, au remplacement, parce qu'on remplace personne. Peut-être dans les usines, mais de toute façon, les usines, elles sont transportées en Chine. Donc, il y a même plus cet argument de je te vole le travail du bon français, comme le vieux sketch d'il y a très longtemps. Euh, les, les, euh, la réalité, elle est que aussi les gens ont peut-être ont du mal, surtout les jeunes, à se projeter dans l'avenir autrement que par le divertissement, et que dans cette crise économique larvée qu'on ressent de toute façon tous et toutes, et pour ceux qui ne la ressentent pas, le féminisme passant par là, les femmes ne veulent pas avoir d'enfants trop jeunes, très jeunes, ou même vieilles, hein, à partir de 30 ans, une femme est en tout cas biologiquement assez âgée, et faire des enfants à partir de 30 ans devient plus difficile, pour peu qu'elle en ait envie, et tout lui donne le moins envie possible dans la culture moderne. Tout cela n'est pas propice à la reproduction Non. et voilà, au renouvellement des générations. Donc, on a un signe très, très clair d'une disparition d'une culture et d'une civilisation qui est en train de se mettre en place. En tout cas, en France, en Angleterre, pour la démographie en Italie aussi, peut-être en Espagne, en Allemagne aussi. Donc on a une partie de l'Occident qui, faute d'avoir mis en place des politiques de natalité, ce qui est le cas de la Pologne, de la Hongrie, je ne suis pas sûr de la République tchèque, mais en tout cas, et certainement de la Russie, qui commence à donner des résultats péniblement après 10-15 ans. Oui, c'est très très long. C'est Être mis en place, c'est extrêmement long. Eh bien, on a la disparition de l'Occident. Et pour ceux qui ont une vision à long terme et globale des civilisations et de leur impact dans le monde, on a de la peine à imaginer la catastrophe pour l'humanité de la disparition de l'Occident. Parce que quand on regarde le reste, en tant que culture, en tant qu'apport civilisationnel, c'est un autre monde et c'est une autre approche des rapports humains et du monde. Oui, c'est Alors, un autre degré de violence. c'est un autre degré de violence. Donc, Mm, mm. après, qui vivra verra. Bon, mais c'est des conséquences assez importantes à l'échelle historique. Mais c'est vrai que pour expliquer l'effondrement de la natalité occidentale et particulièrement française, même si officiellement il n'y a pas d'effondrement de la natalité française, on est à 2 enfants par femme, c'est très bien, tout se passe bien. Zemmour est content. Les RER sont bondés de petits enfants blonds aux yeux bleus qui courent sans faire un bruit, c'est formidable. Mais pour expliquer ça, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs. Il y a le facteur biologique avec toutes les perturbations que les corps subissent Aussi. aujourd'hui, hein. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font moins d'enfants, il y a aussi les hommes qui sont beaucoup plus Tout à fait. sujets à la stérilité, baisse de la qualité de la semence, etc. Mais effectivement, on a cette spécificité de faire peu d'enfants et comment dire, de leur attribuer énormément d'attention et de moyens, contrairement à d'autres populations qui C'est sont vrai, basées sur des stratégies de survie très très profondes, différentes. c'est ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans les chapitres là qu'on va essayer d'étudier ensemble, c'est qu'ils sont tous imbriqués. Et quand l'endettement des particuliers augmente, tu as moins de marge de manœuvre. Quand tu as un crédit à rembourser plus élevé qu'il y a 10 ans, la femme, elle ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler pendant 3 ans. Et tout ça, ça rentre en compte. Moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, nous, tant que ma compagne n'a pas de CDI, c'est impossible de se projeter à avoir un enfant. C'est impossible parce qu'elle n'aura pas le droit aux protections sociales, etc. Et l'occidental, il est comme ça, il a besoin de visibilité, il a besoin de prévoir. Comme tu disais, c'est un petit peu notre relation à l'hiver. Nous, on est obsédé par justement le moment où il n'y aura plus de ressources. C'est vraiment notre moteur en fait. Et effectivement, quand tu n'as que des signes noirs comme ça qui se multiplient, mentalement, ça fait des blocages. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais il faut pas oublier que coup sur coup, on s'est mangé quand même 2 lois assez terribles pour la natalité. C'est en 67 l'arrivée de la pilule Ouais. et la légalisation de l'IVG en 75. Et ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a quand même 200 000
nouveau-né, enfin enfant à naître, où la grossesse est interrompue tous les ans. Bien sûr. Je ne suis personne pour juger de la moralité de cet acte, mais c'est vrai que dans la balance démographique, ça a un impact énorme. Ça a un Voilà. impact énorme. C'est un avantage gigantesque pour la psychologie féminine, ça. Donc, ça, c'est important. L'IVG est une demande des femmes incroyablement puissante à travers le monde entier. Et l'a toujours été parce que la femme veut pouvoir réparer l'erreur de tomber enceinte d'un homme qu'elle considère a posteriori comme n'étant pas suffisamment valable Mmh. pour s'occuper d'un enfant à venir. Et donc, dès qu'elle a pu avoir cette option de renforcer son hypergamie, c'est-à-dire de rechercher le géniteur de la plus haute qualité possible, eh bien, c'est une technologie, finalement, inventée par les hommes, mais c'est une technologie qui va lui permettre de corriger une erreur ou un problème d'appréciation. Et ça ne sera jamais enlevé et éliminé tant que nous serons dans une démocratie d'ailleurs, ou que des femmes auront leur mot à dire. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça a un impact sur le renouvellement des générations. C'est une évidence. Mmh. Après, l'impact au niveau de la vie des futurs enfants, j'aurais du mal à dire s'il est positif ou négatif. Ah bah, ceux qui sont pas nés, Non, forcément. mais bien évidemment, mais le fait qu'une femme puisse choisir quand est-ce elle va avoir son enfant, ça peut aussi avoir quand même des avantages. Il faut pas se leurrer. Parce que, par exemple, tu vois, moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise à 21, 22 ans. Si j'avais eu un enfant non désiré à cette époque-là, c'était pas du tout la même histoire. Salariat, 42 ans, esclave de mon patron, et puis terminé. Enfin, donc c'est pour ça que moralement, moi je suis personne pour dire si c'est une bonne Absolument. chose ou une mauvaise chose. Ce que je Voilà. peux juste dire, c'est que ça a un énorme impact sur la démographie française. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a deux autres chapitres. En fait, il y en avait un que je voulais mettre en dernier, qui était l'effondrement moral et sociétal de la société française. Mais en fait, je me dis que ça va peut-être être pas mal pour Parlons tout de suite d'Hanouna, alors. Vas-y. Hanouna. Hanouna. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Sacré débat. Mais tu sais qu'Hanouna, ils nous rend des services parce que ils ont été tellement mauvais quand ils sont fait venir Génération Identitaire qu'au final, ça nous rend des services, hein. Tu verrais les commentaires sous ces vidéos, même les gens qui sont fans de lui, ils lui ont tous vomi à la tronche, hein. bon, je sais pas, j'avoue que je regarde jamais, j'ai jamais regardé, donc je connais très très mal. Et juste Moi, 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 mais j'en sais rien. moi non plus, je regarde pas vraiment, mais tu sais, les extraits, des fois, Ah tu oui. les subis plus qu'autre chose. Encore une fois, si on doit parler de l'effondrement moral et sociétal de la société française, pas de jugement de valeur de ma part. Moi, je suis personne, j'ai pas encore fait grand-chose dans ma vie pour me permettre de dire ça. Je suis pas non plus là pour dire que c'était mieux avant. Aldo Stéron une fois m'avait touché avec une réflexion qu'il avait eue. C'est que les gens qui pensent que c'était mieux avant oublient quelque chose. C'est que c'est dans les gènes d'une société qu'on trouve son effondrement. Bien Ça sûr. sert à rien de vouloir remettre les choses comme elles étaient avant parce que déjà il y avait ce petit germe, ce bourgeon de moisissure qui a pris en fait toute la place. Et si on doit recréer quelque chose, il ne s'agit pas de rénover, il va falloir créer quelque chose de nouveau si on veut repartir sur des dynamiques durables. Exactement. Euh, pour ce qui est de l'effondrement sociétal, et là par contre je trouve que c'est vraiment un effondrement et c'est quelque chose de terrible, il y a une rupture nette entre générations aujourd'hui en Occident. Je pense qu'elle a été entamée en 68, peut-être un peu avant, mais en gros, ce que j'observe, c'est que tous les 20 ans, et peut-être qu'aujourd'hui ça s'accélère, le monde est bouleversé par la technologie. Que ce soit dans les moyens de transport, dans les différents travaux qu'on fait, dans le confort, dans les moyens de communication. Je veux dire, moi je suis né à la fin des années 90, j'ai connu le franc, j'ai connu l'époque où tu faisais attention quand t'appelais, t'avais pas internet en illimité, même les boîtiers qui faisaient des bip bip. Bah, 20 ans après, les jeunes qui sont nés après moi, donc en 2015, n'ont pas connu ça. Et à l'inverse, les gens qui sont nés en 75, il y en a qui, dans certaines régions de France, n'avaient pas l'eau courante. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué et que je pense que ça joue un rôle dans le fait que les pays occidentaux soient aussi désunis en fait. Il y a une rupture entre générations et on a beaucoup de mal à se comprendre.
Quand je parle de travail avec mes parents, on ne vit pas dans le même monde, si tu veux. Pour eux, c'est CDI, allez, 20-25 ans d'affilée, t'en as marre, et tu repars sur un CDI. Ils ont connu le plein emploi. Mes grands-parents, pareil. Et il y a vraiment, justement, je pense qu'une des raisons de la crise politique et du blocage politique qu'il y a dans les pays occidentaux, il est lié à ça. C'est qu'on ne vit pas dans le même monde. Et la France est très très forte pour ça. Elle a séquencé en fait les gens, comme tu parlais tout à l'heure des médecins en réa qui étaient dans leur tunnel. Les gens sont séquencés par génération. Et ça, ça nous bloque. Et un autre exemple que je trouve particulièrement frappant, c'est que aujourd'hui, un jeune ne fera pas écouter sa musique à ses parents et il en aura même honte. Je pense que toi, tu n'aurais pas fait écouter à ton père ou à ton grand-père quand tu écoutais du métal ou du rock. Tu Possible, vois ce ouais. que je veux dire? Et ça, le fait de ne plus avoir de culture populaire commune, c'est un ciment qui se rompt. Et je trouve que c'est terrible. Dans les fêtes de famille, par exemple, aujourd'hui, tu fais un mariage, bon, bah, il y aura une partie de la musique qui sera pour les vieux, une partie de la musique qui sera pop pour les 40, 50 ans, et après, il y aura de la musique jeune pour la fin de soirée, etc. Tout ça, c'est quelque chose de triste, mais qui a un impact peut-être qu'on Ouais. sous-évalue. Tu peux y ajouter, en tout cas aussi pour le cinéma ou la télévision, où ma génération, en tout cas, avait 4 ou 5 grands films par année qui sortaient, que tout le monde voyait. Il y avait 3 chaînes de télévision, donc tout le monde voyait à peu près les mêmes programmes. Puis sont arrivées les chaînes satellites et les multiplexes qui font qu'il y a eu de plus en plus de cinéma et un choix de chaînes où finalement plus personne n'avait de chaîne commune. Et là où, par exemple, dans ma génération, les parents qui n'avaient pas de télévision craignaient pour leurs enfants qu'ils soient isolés parce qu'ils n'avaient pas ils ne voyaient pas le même programme que les autres et donc ils Mm. ne savaient pas de quoi parler à la récréation. Les générations plus récentes, en fait, ce problème a disparu parce que de toute façon, dans telle famille, on regarde Télé Égypte, dans telle autre famille, on regarde Mhm. Télé Cameroun, dans telle autre famille, on regarde les telenovelas brésiliennes. Donc, à la fin, de toute façon, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est encore plus atomisé où nous avons des gens, des abrutis comme moi qui ont des chaînes YouTube suivies par un certain nombre de milliers de personnes et des gens comme Squeezie ou je ne sais pas quoi qui touchent eux des centaines de millions de personnes. Et il y a les mêmes en France qui parlent de maquillage, comme je sais pas, Norman. Je pense que c'est ce qu'ils font, j'ai aucune idée. Ou Thibaut InShape, parce que je sais que ma fille aime bien, donc Norman, il parlera de maquillage après sa transition, hein. Attends encore un peu. je sais pas, mais en tout cas, Thibaut InShape, ma fille aime bien, donc je le salue. Je sais il regarde notre chaîne avec assiduité en faisant ses exercices. Bref, cette atomisation, elle casse effectivement les liens entre générations, aussi entre individus. Alors, ce n'est pas étonnant que les gens se retrouvent ensuite les jeunes notamment, dans des petites tribus. Dans des tribus, alors aujourd'hui, la mode, c'est transgenre. Alors tout le monde va dans les tribus transgenres, on se colore les cheveux. Ensuite, il y a les tribus des piercings, des scarifications, des tatouages. C'est un besoin humain d'appartenance qui se fait, mais qui n'est plus au niveau de la nation, loin de là. De moins en moins dans des corporations qui n'existent plus et qui se retrouvent au gré des modes, mais qui sont des tribus sans contrainte et donc très fragiles et très faibles. Il n'y a pas de rite de passage important, si ce n'est qu'aller chez le tattoo artiste faire un petit dessin, quoi. Donc, en cas de coup dur, je ne suis pas sûr que ces gens ont des liens suffisamment forts pour s'entraider. Tout à Ah bon. fait. Et en plus, je suis désolé, je cite pas mal de noms, mais il y a quelque chose qui effraie beaucoup Pierre-Yves Rougeron, je crois que avec qui tu as déjà partagé des interviews, Grande valeur. c'est c'est la rupture entre générations. Oui. Et effectivement, il y a un souci qui va se poser, par exemple, c'est le poids des retraites. Quand il y a 4-5 générations, et là on parle même pas de gens d'origine différente, quand il y a 4-5 générations d'écart, que tu ne partages plus rien, qu'il y en a qui ont connu plein emploi alors que d'autres vont connaître quasiment 50% de chômage dans leur vie professionnelle, expliquer à ces gens-là qui vont devoir qui sont endettés, que leurs petits-enfants sont endettés pour payer le mode de vie de gens qui gagnent plus que à la retraite que eux n'auront jamais de toute leur vie,
ça pose problème. Exactement. Ça va poser des problèmes. Et en fait, ce qui en découle de tout ça, c'est aussi l'explosion du modèle familial. Donc là, j'ai des chiffres, j'ai certains chiffres pour la France, mais ils sont partagés en Occident avec plus ou moins de, comment dire, proximité. Mais en France, donc aujourd'hui, on a 45% des mariages qui finissent en divorce. Quand on sait qu'à l'époque, un mariage fait à l'église ne pouvait pas ou très difficilement être rompu, ça donne un petit peu à réfléchir avec une durée moyenne d'un mariage de 5 ans, ce qui était avant quand même un projet de vie. Je veux dire, quelqu'un à 30 ans qui n'était pas marié, c'était un marginal. On a aussi un enfant sur 5 qui vit dans une famille monoparentale. Ça représente 2,7 millions de familles avec les déséquilibres qu'on connaît, hein. Même si aujourd'hui, certains partisans des nouvelles familles veulent nous faire croire le contraire. Les enfants qui naissent comment dire, confrontés à un seul sexe ont vraiment des soucis de placement en fait dans la société. C'est pas des gens malsains ou quoi que ce soit, mais On ils a n'ont vu, pas les mêmes repères en fait. on a vu récemment que dans certaines familles de la bourgeoisie parisienne, les enfants, ils sont sacrément confrontés au sexe, Oui, malheureusement. tout à fait. Et aussi quelque chose que j'ai découvert que je n'avais pas imaginé dans l'explosion du modèle familial. Aujourd'hui en France, on a 4,6 millions d'hommes qui vivent seuls et 6 millions de femmes qui vivent seules. Je trouve ça considérable d'avoir 10 millions de personnes qui sont isolées en fait. Alors peut-être que c'est mon côté socialiste, mais ça fait quand même un sixième de la population. C'est phénoménal. J'ai du mal à comprendre ces chiffres parce qu'en plus, ça c'est les chiffres comment dire, des ménages. Ça veut dire que les personnes âgées qui ont perdu par exemple un compagnon qui vivent dans leur famille ne sont pas comptés là-dedans, hein. Ils sont comptés dans un autre, comment dire, dans un autre registre. En plus de ça, l'explosion du modèle familial, il y a quelque chose que je trouve assez triste, c'est que, encore une fois, dans la rupture entre générations, aujourd'hui, on a des personnes âgées qui vivent seules et on a aussi l'obligation de faire garder ses enfants par des inconnus. Toi, tu connais bien ça. Une fois, on avait parlé de ton budget nounou, je me souviens. Bien Je trouve sûr. que c'est quelque chose de terrible, en fait, parce que ça participe, encore une fois, à la rupture entre les générations. Il n'y a encore pas si longtemps, moi je suis dans une région qui est assez reculée en France. J'ai des collègues qui vivent encore avec leurs grands-parents et leurs parents dans la même grande maison. Et Ouais. les enfants étaient toujours dans ce bain en fait. Et c'est pour ça qu'il y a encore pas si longtemps, une continuité idéologique et une certaine stabilité en France, c'est parce que on avait un moule qui se perpétuait et qui apportait justement de la stabilité aux gens, des repères. Et je trouve enfin je pense plutôt que c'est quelque chose qui se perd, qui s'est perdu, et, et c'est triste en fait. Et pour un des facteurs qui a permis aux familles d'exploser, c'est la création par exemple de la CAF en fait, qui a fait que demain on peut vivre seul et l'État en fait va pallier à ce qu'avant la famille aurait dû mettre en place pour t'aider à démarrer dans la vie en fait. L'État a fait en sorte que les citoyens puissent s'en sortir sans avoir le besoin de leur famille. Et ça, c'est un modèle de société que je trouve est dangereux en fait. C'est certain, c'est certain. L'État s'est substitué au patriarche de la famille qui gérait et qui amenait la bouffe sur la table à la fin de la journée. Et donc, ça a un impact sur l'effort que, par exemple, les hommes et les femmes font pour rester ensemble. Oui. Euh, Parce que la vie mariée n'est pas toujours joyeuse. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous expliquait à l'église, pour ceux qui se sont mariés à l'église, c'est pas mon cas, qu'on est censé se marier pour les bons jours et les mauvais. Mais il y a beaucoup de mauvais jours, ça c'est certain. Quand on a la, la, la conscience que de toute façon l'État va venir apporter beaucoup d'argent et par les lois sur le divorce vont en plus donner à l'épouse qui divorce énormément de ressources venant de son ex-mari, en général, en plus de à 90% la garde des enfants, eh bien c'est sûr que ça enlève une forme d'angoisse, hein, une forme d'angoisse qui motive à faire des efforts. En faisant moins d'efforts, les, 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 couples ne tiennent pas longtemps, ce qui est déjà tellement difficile parce que lorsqu'on demande aux couples mariés, âgés,
et qui sont restés toute leur vie ensemble, si en fait ils sont vraiment contents d'être restés ensemble, seuls 3% disent que oui. Les autres disent oui, bon, bah, c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, et voilà. Donc, C'est vrai, tu as juste 3%. ouais, ouais. Et ben, c'est parce que l'être humain, il est pas fait pour être comme ça. On vit, et puis, nous n'étions logiquement, c'est très récent de vivre aussi âgé que maintenant. Et dans des villes et dans des environnements urbains, il y a tout un ensemble de choses au cours des 3 derniers siècles, surtout des 100 dernières années, qui ont complètement modifié notre mode de vie par rapport à notre nature, qui est celle d'être, pendant 95% de notre histoire, nous avons vécu comme chasseurs-cueilleurs dans des petits groupes de 50, 100 personnes où il fallait absolument s'entraider pour survivre. Et puis peut-être pendant encore 4,5% de notre évolution, nous avons vécu plus ou moins sédentaires, agriculteurs. Et c'est peut-être 0,1% du temps où nous sommes urbanisés avec, et 0,00% avec la pilule et l'IVG. Et donc, on n'est pas du tout adapté à ça. Peut-être que c'est qu'une petite un petit moment étrange de l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre et que nous allons revenir à des systèmes où nous serons beaucoup moins nombreux et beaucoup plus. Nous allons redevenir nomades ou agriculteurs avec un tout petit peu de radiation en plus quand même au passage. Et on verra bien. Mais pour l'instant, ta constatation est, je crois, tout à fait indiscutable. Après, pour aller dans ton sens sur la régression qui est possible, il y a aussi quelque chose qui est assez difficile à quantifier, mais je dirais qu'on peut observer une baisse du niveau intellectuel en France. Déjà sur le niveau scolaire, là, c'est ce qui est le mieux documenté. Il y a un classement international qui s'appelle le classement PISA. Et aujourd'hui, la France est 27e au classement mondial dans les sciences. Ce qui est assez compliqué à expliquer quand même, parce que l'éducation nationale, c'est 1,5 million d'employés. Et pour rappel, le 6e plus gros employeur du monde. Ils n'ont pas assez de budget, c'est ça. C'est ça le problème, je pense. Par rapport à la baisse du niveau scolaire, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez difficilement observable en fait. C'est plutôt du. Il y a pas des. En fait, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est difficile à quantifier. Il n'y a pas d'études qui disent voilà, avant ils savaient faire ci, ils savaient faire ça. Maintenant, si chacun fouille un petit peu dans ses connaissances du passé, euh, enfin dans ses connaissances qui ont été diplômées avant, moi je suis choqué quand je parle avec mon grand frère qui a juste 50 de plus que moi, avec mon père qui a 25 ans de plus que moi, de la différence de niveau entre les diplômes. Ce qui est hallucinant, c'est que moi, j'ai un diplôme d'ingénieur où, en niveau scientifique, je ne suis jamais monté au-dessus du bac plus 1 de mon père. 4 ans. C'est assez hallucinant et la vitesse à laquelle ça s'accélère est effarante. Un autre signe noir, par contre, pour l'éducation française, c'est la dégringolade des grandes écoles dans les classements internationaux. Ça, c'est assez incroyable. À part Polytechnique qui fait de la résistance et qui reste classé 18e, toutes les autres écoles sont en train de disparaître. Et je ne pense pas que ce soit uniquement dû au fait qu'on veuille évincer la France des grandes puissances intellectuelles, parce que c'est des classements qui proviennent des États-Unis, d'Angleterre et d'Asie, qui donnent à peu près tous les mêmes classements, ou en tout cas au moins la même dynamique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, parce que pourtant aujourd'hui, la légende française raconte qu'on a encore les meilleures écoles. Difficile à savoir. Je sais que vous, la Suisse, vous avez encore de bonnes écoles, surtout au niveau du commerce. Oui, mais c'est vrai que pour mon épouse qui était prof à l'université quand je l'ai rencontrée, donc professeur, me montrait déjà il y a une dizaine d'années, même plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les copies des étudiants qui arrivaient en master, elle était prof en deuxième cycle d'université, il y a, il y a plus d'une quinzaine d'années, et ils me montraient leur incapacité à non seulement maîtriser l'orthographe, bon, ça, c'est encore un problème, mais c'est leur incapacité à concevoir des phrases Francophone. cohérentes dans des paragraphes qui ont un sens et qui n'arrivaient déjà plus à exprimer des idées
qui était confuse, et elle me montrait d'ailleurs, de manière assez étonnée, et qui ne m'étonnait pas du tout, que en tout cas dans la maîtrise du français, à l'écrit, parce que c'était dans une faculté d'architecture, où a priori ce n'est pas la langue qui est le plus importante, ce sont des aspects techniques qui sont importants, mais il faut bien les exprimer. Eh bien, c'était les étudiants qui venaient d'Afrique, qui étaient éduqués à Dakar, donc des gens parmi les élites, des élites, la crème de la crème, si je puis dire, de Dakar, de Yaoundé et d'autres villes africaines, et qui venaient faire un master d'architecture à Genève avant de rentrer dans leur pays. Eh bien, ce sont eux, alors je ne peux pas juger de leurs compétences au niveau d'architecture, mais au niveau de l'expression des concepts et de l'orthographe, ils étaient largement au-dessus des étudiants qui venaient de France et même qui venaient de Suisse. Le même phénomène n'était pas vrai par rapport au Maghreb, mais en tout cas, il y avait encore une vieille école à la française qui était pratiquée et qui, en tout cas, dans la capacité à enseigner la compétence de l'orthographe et la compétence de la structuration d'une pensée à l'écrit, eh bien, n'existe plus dans le monde francophone en dehors de l'Afrique noire. Et ça, c'était assez étudiant, et ça, c'est il y a 15 ans. Donc, on peut imaginer les dégâts qui ont continué depuis. C'est très vrai ce que tu dis. On est souvent surpris par des Africains qui utilisent un français très beau, très raffiné, et des expressions qu'on n'entend plus en France. Il y a un rapport direct entre le niveau de mathématiques et le niveau de français. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a un recul énorme des sciences dures en fait dans les cursus. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on arrive à avoir des doctorats soi-disant en sciences dures où en fait le niveau de science réel est très très bas. Alors ça s'explique, il y a plein de raisons à ça. Il y a l'utilisation des logiciels de calcul qui fait qu'en fait, moi personnellement, je suis dans le bâtiment, j'ai une formation d'ingénieur, effectivement. Bac plus 1, bac plus 2, on apprend à le faire à la main, mais c'est une telle perte de temps que dès le bac plus 3, boum, ça dégage et on le fait tout à l'ordinateur. Alors d'un côté, effectivement, on n'est pas, faut suivre l'évolution. On va pas s'amuser à gratter des bouts de papier c'est pendant des siècles. Mais d'un autre côté, c'est toute cette plasticité du cerveau qui est utilisée quand on est jeune, euh, qui justement permet de voir que notre phrase est cohérente et de construire un raisonnement aussi bien sur des choses littéraires que justement sur des sciences plus dures. Et c'est vrai que ce recul-là, il est flagrant. Et il est flagrant, voilà, il y a l'orthographe qui est un problème. Et encore, on pourrait dire que ce problème-là, si on est objectif, il est résolu par le traitement de texte. Mais là, on arrive à la limite de ce problème parce que c'est vrai que les phrases ne sont plus françaises. Et les phrases sont tellement plus françaises qu'on arrive à perdre le traitement de texte. Et il ne suit plus, il Ah, souligne de c'est toutes les vrai. couleurs. C'est assez hallucinant. Parce que Et je serais curieux de voir si c'est pas aussi l'avantage de l'inconvénient de la très belle langue française, et qui est une langue latine, qui permet une forme de créativité et qui permet aussi, à l'inverse, d'être perdu, alors qu'en allemand, la langue est tellement rigide, par exemple, que je ne vois pas comment tu peux perdre de l'allemand. C'est-à-dire, tu perds 1%, tu n'arrives de toute façon plus à t'exprimer. Donc il y a moins de, il y a moins comment dire, quel est le mot juste, de de tolérance au déclin. Mais bon, c'est une particularité. En revanche, c'est vrai que dans la langue française, et on le voit partout, entre ça et le langage texto et la perte de l'attention, tu parlais du perte de QI, je pense que le résultat n'est pas que à chercher dans les, euh, dans les produits chimiques, dans la nourriture et dans les textures et autres, et ni que dans l'immigration, puisque les non. moyennes en fonction des différents peuples ne sont pas les mêmes, les compétences moyennes ne sont pas les mêmes dans plein de domaines, y compris intellectuels. En revanche, il y a vraiment une incapacité à se concentrer qui est due aux écrans et aux téléphones et qui est due à cette constante attrait d'attention sur des sujets de variés, une vidéo, des liens Internet. C'est déjà le créateur d'Internet, Tim Berners-Lee, Robert Caillot, ici à Genève. Je me souviens d'avoir discuté avec eux il y a plus d'une vingtaine, presque 30 ans maintenant.
et qui disait, il le savait, que le problème du lien Internet, qui est maintenant partout et dans toutes les applications, etc., c'est qu'il nous incite à aller à sauter d'un sujet à l'autre, l'hypertexte, et que si l'avantage est incomparable, puisque nous avons accès à toute l'information et toutes les informations du monde, toi tu as peut-être pas connu, mais à mon époque, quand tu devais creuser un sujet, tu devais aller à la bibliothèque, sortir les encyclopédies, aller chercher la page, faire une photocopie si tu voulais la noter, prendre les photocopies, te taper une quantité de texte. Quand tu avais la moindre question, tu étais obligé d'aller chercher un autre livre ou un autre dictionnaire, et puis ça prenait des heures et des heures pour faire le moindre petite recherche de texte, etc. Finalement, aujourd'hui, entre Wikipédia, alors sur les sujets techniques, c'est encore relativement acceptable, mais tu as un accès à information absolument infinie et de tout, mais qui t'amène aussi à être distrait et à être amené, ah tiens, je suis curieux par-ci. Puis finalement, alors, pour une mentalité comme la mienne, comme les gens le savent, nos auditeurs s'en rendent compte, je suis quelqu'un qui est très apte à la discussion à tiroir. Je suis capable de sauter d'un sujet à l'autre, quitte à parfois ne plus trop souvenir d'où je suis parti. Mais pour beaucoup de gens, cette distraction issue de la curiosité et puis aussi de l'attrait par la publicité, par la manière dont les sites sont conçus, etc., ils sont conçus pour nous distraire, eh bien, nous amène à ne plus être capable de nous concentrer plus que 10, 15, 30 secondes. Et pour une fois, je vais défendre des professeurs de nos jolies têtes blondes à l'école. Ça doit être très difficile pour eux de maintenir l'attention d'élèves pendant 30 à 45 minutes. C'est déjà difficile pour un être humain d'être dans cet environnement à la base, mais aujourd'hui où les enfants sont tellement sollicités et ont des attentions tellement courtes, ça doit être très très difficile pour un professeur de transmettre du savoir dans ces conditions. Bah, alors, je vais rebondir un peu à tout ce que tu as dit. Je suis tombé dans mon tiroir. Non, mais c'est vrai que pour le confort de l'écoute, si on n'arrête pas de s'interrompre, c'est pas bien. Donc, c'est bien de faire. J'ai l'impression que c'est pas mal de faire comme ça. Alors, j'avais pas encore eu l'occasion de parler du QI. Effectivement, il y a des études qui tendent à montrer une baisse du QI moyen. Elles sont très difficiles à recouper. Et en plus, à chaque fois, vous avez des médias officiels qui lèvent le bouclier pour dire non, 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 il n'y a pas de baisse du QI. Le QI, c'est le Voldemort de la sociologie. Pas le droit de parler. Effectivement, on pourrait simplifier en disant, bah, écoutez, c'est pas compliqué, vous avez des populations qui se mélangent, vous faites une moyenne, le QI baisse. Alors, c'est une partie, peut-être de la baisse. Par contre, je me souviens, je crois que c'était sur Radio Athéna. Une équipe avait fait une émission très intéressante pour expliquer qu'en fait, on a un double renversement, en fait. Certes, vous faites venir des gens qui ont un plus bas QI, mais eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'effet Flynn. C'est-à-dire que comme leurs conditions de vie augmentent en France, ils ont un meilleur rapport en nutriments, ils sont plus stimulés, etc. Leur QI augmente. Et en revanche, le système social tel qu'il est fait aujourd'hui en France fait que les gens les plus compétents font beaucoup moins d'enfants et les gens les moins compétents et les plus assistés font plus d'enfants. Et c'est un certain dysgénisme. Et ça, je pense que c'est 80% de la baisse du QI en France. Je pense aussi parce que nous voyons en Suisse, par exemple, il y a eu cette étude il y a très longtemps, je ne saurais plus la retrouver, mais lorsqu'il y a eu le régime des colonels en Grèce en 1974, sauf erreur, la Suisse a accueilli beaucoup d'intellectuels de gauche grecs en tant que réfugiés politiques. Et ces intellectuels, à l'époque, ce n'étaient pas des sociologues, hein, les intellectuels, c'était des médecins, des ingénieurs qui se trouvaient être plutôt de gauche. À l'époque où probablement être de gauche, ça voulait encore dire revendiquer des droits pour des travailleurs et que ce n'était pas lutter contre à la Don Quichotte, contre des moulins avant. Et donc, ces intellectuels grecs, hommes et femmes, se sont retrouvés en Suisse. Alors, à l'époque, on parle de quelques milliers de personnes, hein, c'est pas. Mais enfin, les autorités suisses, qui craignaient de toute façon une immigration trop grande et qui la contrôlaient de manière très stricte, avaient quand même avoué que si la Grèce était un pays pauvre, encore à l'époque, en 1974,
Si la Grèce était, ou peut-être je me trompe de date, peut-être que c'était un peu dans les années, fin des années 60. Je ne sais pas pourquoi j'ai 74 en tête, je confonds peut-être avec le Chili. Mais en tout cas, c'était des Grecs. Et ces Grecs qui sont arrivés en Suisse n'ont pas tous réussi à trouver un travail qui correspondait à leurs compétences. Et donc, beaucoup ont fait des restaurants, taxis, etc. Mais ils avaient constaté, les autorités suisses, parce qu'ils étaient très pointilleux sur ça, que leur comportement était extrêmement de haut niveau et que leur niveau d'études, leur niveau de professionnel et de formation était supérieur à celui des Suisses. Alors que d'un point de vue de QI, on le savait déjà à l'époque, la Grèce était 10 points inférieur en moyenne à celui des Suisses, de la Suisse. Et donc, on a aussi cet effet de savoir qui vient. Si dans un pays, vous faites venir l'élite d'une ethnie, par exemple, et qui en plus a une culture travailleuse, etc., elle va considérablement contribuer à monter les moyennes de compétences, mais aussi, si on peut mesurer le QI, qui mesure ce qu'il mesure, hein, on est d'accord. Ça ne veut pas dire beaucoup plus qu'en lui-même, bien que les corrélations soient fortes avec plein d'autres réussites professionnelles et personnelles. Eh bien, vous avez une appréciation de cette immigration, par exemple, qui peut être largement positive, et c'est ce qui explique qu'en Suisse, la population, pendant de nombreuses décennies, lorsqu'on a demandé à la population est-ce que vous êtes satisfait de l'immigration en Suisse, les gens vous disaient ah bah oui, parce qu'on importe des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs Tu as et des encore plein d'ingénieurs qui manias. rentrent en Suisse. Pardon? Tu as encore une quantité phénoménale d'ingénieurs qui rentrent en Suisse. Sûr, encore, et c'est le cas encore aujourd'hui. Dans d'autres pays, j'ai l'impression qu'il y a eu des politiques, un peu comme c'est le cas des États-Unis aujourd'hui, où on veut créer des plantations de votants et on fait venir des populations, peu importe, et d'ailleurs surtout pas si elles sont trop qualifiées, parce qu'elles pourraient trop réfléchir, et donc on fait venir des populations non seulement avec des moyennes qui sont ce qu'elles sont, mais en plus on va chercher les parties basses de cette population, voire carrément on va vider leurs prisons. Alors, c'est il faut comparer ce qui est comparable dans cette hypothèse-là. Et ça peut expliquer aussi des effets sur notamment la criminalité et des comportements nocifs et autres. Mais bon, voilà, c'est des sujets complexes et qui sont volontairement rendus opaques par les statistiques, manipulés par les États, évidemment. Après, si je peux me permettre, moi, ma vision du QI, c'est que en fait, j'ai l'impression que le QI, c'est un petit peu comme le processeur dans l'ordinateur. C'est-à-dire il va te donner à peu près ta plage d'activité, ce que tu peux faire au mieux. Maintenant, Mhm. quelqu'un qui a 100, enfin, on a des exemples de personnes connues, mais quelqu'un Ah, oui, oui. qui a 140 de QI, mais qui n'a pas de motivation, il arrivera beaucoup moins dans la vie que quelqu'un qui C'est a ça. 110 de QI, qui est déterminé, qui a eu des parents qui lui ont inculqué la ponctualité, le goût de l'effort, etc. Donc, c'est certain qu'avec un pays, pardon, Absolument. Et de la même manière que quelqu'un d'honnête et de gentil à 70 de QI, qui fait un bon gardien de parking et qui fait bien son travail, ne pose pas de problème. Et il n'y a pas de, il faut pas avoir. Moi, faire attention avec le QI de ne pas tomber dans le côté bobo, le côté bourgeois parisien, où on a une forme de racisme de classe où en fait on conchit le peuple parce que soi-disant nous on a fait des bonnes études et on est intelligent, mais comme ces gens n'ont aucune volonté, aucun bon sens, en fait ce sont des ordures humaines. Hein. oui, Donc, oui, je suis bien d'accord avec toi qu'il faut savoir pondérer avec d'autres facteurs ces mesures-là. oui, oui, comme on dit, le QI, c'est un potentiel. Donc après, en fonction de ce que tu en fais, tu peux aller dans le très très mal comme dans le très très bon. C'est sûr que c'est plus facile de développer un parc nucléaire quand tu as une moyenne à 120 de QI qu'une moyenne à Ouais. 50, c'est certain. Mais bon, voilà. Ensuite, bah, je vais confirmer ce que tu dis. Aujourd'hui, on a vraiment une culture de la médiocrité en France qui est assez épouvantable. On a Marlène Schiappa qui fait sa pub sur TikTok. Il y a 2 jours, on a le ministre de l'Éducation qui fait une séance de gym en direct sur BFM TV. C'est On assez compliqué. voit qu'il en fait pas souvent et on voit surtout que la TikTok commence à ressembler après la minute de la haine dans 1984 d'Orwell. Maintenant, on a la minute de TikTok. Oui, c'est comme ça. On le Et remarque.
Et du coup, je pense que les populations aujourd'hui sont beaucoup plus soumises à des simulations sensorielles qu'à des simulations intellectuelles, même dans ce qui pourrait s'apparenter à de l'intellectuel en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle aussi la culture du zap, c'est-à-dire que c'est très très visuel, ça va très vite, il n'y a pas de profondeur. Après, il y a énormément de gens qui ont fait des études là-dessus, par exemple sur le problème de Twitter avec le côté court du tweet qui empêche de creuser. On a aussi un problème avec le débat. Moi, je trouve que le débat est un très mauvais moyen de discuter parce que justement, on est constamment dans le superficiel et on s'attache à ce que l'autre renvoie plus qu'à ce qu'il dit. Et tout ça, ça vient ruiner un petit peu toute la profondeur qu'on pouvait avoir dans les politiques d'antan. Dernière chose, on a aussi un recul de la lecture en France, année après année. Et aujourd'hui, on a 38% de la population qui ne lit pas un livre par an. Ça me paraît, de la population en âge de lire, évidemment, ça me paraît important. Ça fait Quel quasiment est le pourcentage? 38? 38, oui. Il est de 50 en Italie. C'est un problème en Occident. C'est que cette culture du zapping fait qu'on n'arrive plus à se concentrer sur un livre. Moi, j'ai beaucoup de mal. Tu sais, j'ai une idée qui m'est venue un jour. Ta génération, on vous a un peu interdit d'être croyant. C'est-à-dire quand vous êtes tellement mis d'idées, de biais, de volonté d'être libre, que vous ne pourrez jamais être croyant. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous vouer à un culte. Maintenant que tu as connu tout le progressisme, etc., ton cerveau, il est bloqué. Et ben nous, c'est pareil avec la lecture, si tu veux. Et moi, c'est un drame pour moi, parce que le soir, je n'arrive pas à me mettre sur un livre. C'est impossible. Je suis pris par le train-train du boulot, et mon cerveau, il a envie d'être stimulé par du Twitter, par de la story Instagram, par tout ça. Et le peu que je lis, c'est des articles sur Internet ou alors des bouquins techniques. J'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter dans des essais, etc. C'est très compliqué. Alors, pour aimer lire et aimer lire depuis toujours, et dans toutes les. Je vais lire, je vais puiser mes livres dans plein d'époques qui vont de l'Antiquité à. Eh bien, il y a aussi des phases. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire récente, hein, de la fin du 19e siècle, où il y avait ce qu'on appelait des romans populaires. Jules Verne, la France était en avance, était un des pionniers parce que c'est le pays qui a, avec l'Angleterre, le premier, le plus, avec aussi l'Allemagne, le plus éduqué et appris la lecture à lire à sa population. Donc on avait des romans populaires, souvent des romans d'aventure, Louis Stevenson pour les Anglais, pour les Américains, H.G. Wells pour le fantastique, et puis dans les années 20 et 30, tout le monde lisait H.P. Lovecraft, H.E. Howard, pour le monde, par exemple aux États-Unis, ou des Edgar Allan Poe, c'est avant, ou H.G. Wells en Angleterre, ou en France, il y avait même comment il s'appelle, j'allais dire Brasillac, mais ce n'était pas Brasillac, cet auteur de science-fiction, Barjavel, voilà, ça commence avec un B, erreur. Et voilà, tout le monde connaissait, tout le monde lisait Marcel Pagnol dans les années 50, 60, bref, parce que c'était divertissant, parce que ça nous permettait de nous projeter, ça nous permettait de voir un monde. Et puis est arrivé le cinéma, et puis est arrivé la télévision, et le visuel étant plus puissant, étant plus fort, il stimule moins aussi, mais il est plus confortable. Petit à petit, on a perdu cette lecture, et puis les nouvelles générations n'y sont plus du tout acquises. Et je dois dire, et je vais être polémique, mais quand je vois que mes gosses à l'école, et je les force à lire à la maison, mais lorsque je vois qu'en français, en cours de français, le premier livre qu'ils lisent, c'est le journal d'Anne Frank, qui est ni un livre français, ni un livre, ni. Enfin, je ne sais pas si on. Enfin, je vais dire un truc, ça va être. Je vais pas le dire. Mais bref, forcément que ça les intéresse pas, quoi. Ils n'arrivent pas à se projeter Donc, j'ai essayé de leur lire, je leur ai lu du Marcel Pagnol. Ils ont de la peine à comprendre un enfant qui va en vacances avec ses parents en charrette à 30 km de Marseille pour passer l'été. Déjà, ils ne comprennent pas le concept. Ils disent, mais ils n'ont pas de bagnole. Je dis, non, il n'y a pas de bagnole. Alors, il faut expliquer. Et leur lire de la science-fiction aujourd'hui, même Martine, même les livres pour enfants, on supprime le texte pour le rendre lisible par les Oui, abrutis d'aujourd'hui. c'est terrible. Donc à la fin,
comme on dit, quel monde on laisse à nos enfants, mais aussi quels enfants on laisse au monde, parce qu'on est en train de créer des ignorants abrutis. Et je leur dis souvent à mes enfants, souvent je leur dis, attention, là, tu es un ignorant. Et les gamins, parce que je leur ai appris à répondre, ils me disent, non, je ne suis pas ignorant. Puis je dis, pourquoi tu m'insultes? Je dis, ah, c'est pas une insulte, c'est une constatation, mon pote. Alors, si tu veux ne pas être ignorant, tu vas me lire ce livre, tu vas me lire Ernst Junger, tu vas me lire Malraux, mais au moins et puis tu vas m'expliquer ce qu'il raconte ce bouquin. Et j'ai du mal parce que ils sont là, ils en ont marre, et puis ils ont aussi des trucs à faire à l'école. Bon. Et je vois ce qu'ils lisent à l'école est minable par rapport à ma génération, et ma génération est minable par rapport à celle probablement de tes grands-parents. Mais, quand je tout à l'heure, je disais que tous les sujets qu'on peut faire à propos de l'effondrement sont interconnectés et sont reliés. Tu vois, par exemple, ce que je trouve assez flagrant, c'est que la lecture, c'est s'établir dans c'est la patience. Et par exemple, on recoupe avec les problématiques d'endettement. Pourquoi des gens s'endettent aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas la patience, on n'a pas la capacité de se dire, bon, bah, on ne peut pas. Et même, ce qui est terrible, c'est qu'on le voit au niveau individuel, on le voit au niveau des entreprises, et même l'État. Même l'État n'est plus capable de dire, bon, on doit attendre cette année pour, je ne sais pas, rénover cette route, rénover cette. Non, tous les ans, il faut qu'on ait ce stimuli, et ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est une énergie, pas une énergie, c'est une fin en quelque sorte. Et ça n'a pas de. Et le fait de ne pas pouvoir se poser, prendre du recul, c'est quelque chose qui fait qu'on est dans cette boucle-là et on est pris là-dedans, quoi. Ça nous rend tous esclaves de ça, justement de ne pas être maître ni du temps, ni de son temps. Enfin, là, on part, on part un petit peu loin, mais tout ça se rejoint beaucoup. En fait, c'est vraiment un modèle qui est en train d'évoluer ou de s'effondrer. Après, de toute façon, l'effondrement, c'est une évolution comme une autre. Non, c'est certain. Et alors, parfois, on me dit, mais est-ce que finalement lire de la littérature, c'est futile fais-nous plus de vidéos sur comment faire du feu dans la forêt et tout. J'en ai parlé du feu dans la forêt. En revanche, la raison pour laquelle les connaissances, les compétences, c'est un des chapitres, un des piliers de l'effondrement, enfin de comment on se prépare à survivre, c'est que la culture générale est un immense base d'informations dans laquelle on peut puiser des subtilités de rapports humains, d'abord, mais aussi des solutions qu'on a imaginées ou qui ont été faites par d'autres à des problèmes auxquels on pourrait être confrontés nous-mêmes. Par exemple, je ne fais pas de la haute montagne. Mais si je devais faire de la haute montagne et s'il devait m'arriver un accident et que je devais tomber dans une crevasse ou finir emporté dans une cordée, etc., je sais que j'ai lu beaucoup de livres d'aventures de gens qui ont survécu dans la montagne, dans l'alpinisme et dans des crevasses, pour, ne serait-ce qu'intellectuellement, ne pas flipper et outre mesure, ne pas tomber dans la panique, mais au contraire me dire, ah, j'ai lu l'histoire de machin, 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 je sais que ma stratégie doit être de réfléchir par petites étapes, je sais que je dois essayer de signaler ma présence, je sais que je dois faire ceci, cela, et finalement, j'ai un minimum. Alors, on va me dire, c'est futile, ça reste intellectuel, c'est pas pratique. Oui, mais quand même, certes, mais c'est mieux que rien. Ça te donne un potentiel en fait. C'est une Exactement. base, c'est comme une base de données en fait, c'est à peu près la même chose. Base de connaissances. Alors voilà, c'est un exemple un peu comme ça anodin, mais les effondrements dont on parlait au début de notre entretien ne sont pas, encore une fois, forcément dans l'imaginaire d'un Mad Max. Ils viennent, Non. 2020 a été l'exemple parfait. Personne s'attendait à une épidémie et personne ne s'attendait à ce qu'une épidémie soit gérée. Même les épidémiologues ne s'attendaient à ce qu'on gère politiquement une épidémie de cette manière, parce qu'on ne gère pas les épidémies de cette manière. Donc, cette improvisation, elle nous oblige à nous dire comment est-ce que dans cette information changeante, fluctuante, on s'adapte. Et celui qui est rigide dans ce qui est en train de nous arriver dans les prochaines années est mal barré. Et pour être flexible, il vaut mieux avoir une base de connaissances la plus vaste possible. Mais bon, c'est comme ça. Excuse-moi Pierrot, est-ce que je peux te demander 2 minutes, parce que j'avais pas prévu que ce soit si long, je reviens. Ça marche. Je te remercie. Je fais une pause.